Il y a pas très longtemps, dans une gare, il y a un mec qui s'est approché de moi, genre vraiment comme ça. Mais il m'a dit comment il va de l'enquête et il s'est barré direct. Je trouvais que lui, il était vraiment chaud, quoi. Bonjour, je suis Michel Hazanavicius. J'ai réalisé les 2 premiers OSS 117 qui sont visibles en ce moment sur Prime Video et je vais tout vous raconter. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons, des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo? Musulman. C'est quoi la genèse d'OSS? Je suis pas arrivé au tout début du projet. Il y a d'abord les frères Altmeyer qui ont fait écrire à Jean-François Alain un scénario. Ils voulaient faire une parodie de film d'espionnage. Pendant qu'ils ont fait ça, ils ont produit Brise de Nice, qui a été un gros succès. Mais avant même que ce soit un succès, en fait, pendant qu'ils le faisaient, ils ont matché Jean Dujardin avec le OSS. Enfin, ils se sont dit ça va être lui. Et ils se sont mis à la recherche d'un réalisateur. Ils ont demandé à plusieurs réalisateurs qui ont tous refusé. Par désespoir ou par errance, ils sont tombés sur moi. C'est Jean-François Alain, en fait, qui a donné mon nom, parce qu'il m'avait filé un coup de main à l'écriture de mon premier film. Mais mon premier film, c'était 7 ans avant. Il s'était extrêmement planté. Du coup, franchement, j'avais vraiment aucun avenir dans le cinéma. Mais j'écrivais un film sur les frères Guérini, lourd en termes de poids et d'argent et tout ça, mais j'avais vraiment pas de proposition. Et donc, on m'a proposé ce scénario qui s'appelait à l'époque Inch'Allah Lucien. J'attends demain avec impatience. Inch'Allah, Lucien, je vous conduis. Je pense que je vois pourquoi les autres réalisateurs ont décliné, mais moi, j'ai vu la possibilité de faire je connaissais pas du tout Dujardin, je regardais pas la télé, je connaissais pas un gars, une fille, tout ça. J'avais entendu parler, mais je connaissais pas vraiment le potentiel du gars. Mais j'ai vu, oui, la possibilité de faire un film bien marrant, quoi. Moi, ça m'a séduit. Disons, je me sentais bien à l'aise avec ce genre de thème, d'univers. Parce que j'avais fait un film 7 ans avant qui n'avait pas marché, certes. Mais encore avant, j'avais fait un truc qui a marché, qui s'appelait La Classe américaine. Et depuis 7 ans, je faisais des pubs qui marchaient bien. Donc, j'étais pas 100% clochard du cinéma, quoi. J'avais quand même tourné des trucs, quoi. Donne-moi la serviette! Je vais tirer une balle dans chacun de tes membres si tu me donnes pas cette serviette! Jamais! T'es ridicule. J'ai une arme, et toi non? Le premier degré des livres est devenu un second degré dans les films. Tout mon truc dans la réécriture, c'était un peu comment faire passer ces vannes. C'était Inch'Allah Lucien, il était en Égypte, enfin c'était très axé sur les Arabes et les musulmans, et donc j'ai cherché un peu à éclater, et surtout que ce soit clair que celui dont on riait, c'était lui, c'était le français. Donc notamment de le mettre français, bien français. Je suis Larmina Alakamar-Voutouche, la secrétaire de Monsieur Jefferson. Quel nom compliqué. Hubert Bonisseur de la Batte. Ça m'a beaucoup aidé pour faire passer tout le truc. Mais de la même manière que forcer sur les blagues qui concernent les juifs. Et là, on dit l'humour juif. Ça a pas l'air très rigolo, votre humour, hein? Les blagues qui concernent les femmes, etc. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Ça fait que le dénominateur commun de tout ça, c'est le français. Vous êtes très français, en fin de compte. Merci. Enfin, le thème principal, c'est le cliché. Je te dis, dans le premier scénario, c'était beaucoup des blagues sur les Arabes et les musulmans. C'est pas que c'était gênant, mais c'était un peu touchy, quoi. Donc, en éclatant tout et en faisant vraiment un film sur les clichés, donc le mec est un cliché ambulant. Une suce. Il a des clichés sur tout ce qui est différent de lui. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Et dans la forme, plus qu'une parodie. Alors moi, c'est mon vocabulaire à moi, je sais pas je sais pas si ça dit quelque chose, mais je crois que le vrai terme, c'est pastiche. Mais en tout cas, pour moi, c'est un détournement. Donc le détournement, c'est vraiment jouer sur les clichés. Le film avance de cliché en cliché. Plus t'as des clichés partout dans la réalisation, plus il est évident que le thème du film, c'est le cliché. Donc quand le mec dit des clichés racistes, en fait, ça vient pas de nulle part, c'est pas gratos. T'es dans ton thème à fond. Alors là, carrément, la nuit américaine avec un bleu Waterman... Après, c'est des trucs que je trouve très beaux. Hein. Mais là aussi, il y a une naïveté. C'est vraiment toute l'innocence des films des années 50, 60. Enfin, les films mainstream, ils ont un côté presque un peu bébête. Il y a un charme fou là-dedans, quoi. Le plus gros parti pris, dirais-je, c'est la déclinaison du cliché. Donc, par exemple, des trucs tout cons, de demander à Jean, à chaque fois qu'il devait tourner, je lui demandais de s'arrêter, de regarder à droite, à gauche, et puis de partir.
Vraiment, ça n'a aucun sens, mais ça faisait bien cliché comme ça, les poses, le pied sur les poses un peu à la John Wayne dans Atari. Et après, alors, si on parle de réalisation pure, oui, c'est des tournements de clichés, par exemple, c'est quand il est avec Horatica, et puis la caméra va pudiquement sur deux roses, voilà, comme ça se faisait à l'époque, puis elle continue pudiquement et elle tombe pas du tout pudiquement sur un miroir. C'est essayer d'aller chercher un peu les clichés comme ça. J'ai essayé toujours qu'il n'y ait pas de violence, en fait. Par exemple, quand un mec se casse la gueule, tu vois, un mec marche, il parle comme ça, et il se prend, tu vois, les petits poteaux, là, il se prend un poteau dans les couilles, comme ça, c'est hyper marrant. Mais s'il a super mal, il y a une ambulance qui arrive et qu'il faut l'emmener, c'est plus drôle du tout. Il y a une scène où le muezzin crie comme ça, il crie pas d'ailleurs, il prie, mais je voulais dire peu, et j'ai dit crie, mais il prie. Non, mais donc le muezzin prie au milieu de la nuit, très énervant pour notre gars, donc il va se battre. Mais en fait, dans la première version, il lui tirait dessus et le mec mourait, quoi. Là, typiquement, pour moi, on était dans un truc, c'est trop violent, en fait, tu peux pas rire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce truc où on le voit marcher comme ça, et après, on ne voit rien, on entend juste à travers les trucs. Même les bagarres, tu vois, on faisait vraiment attention à ce que les poings passent à 1 mètre, quoi, tu vois, des visages. Et sur les coups de poing, par exemple, on a joué un peu ce côté... Le mec, il se passe le couteau comme ça, tu vois, c'est complètement débile, ça sert absolument à rien. Il saute par la fenêtre. Il se jette des trucs de nul. Les transparences avec la fumée qui bouge pas. Ne pas fumer me tue. Je vais réessayer, je vous le promets. Il court tout le temps comme ça en se protégeant. Et effectivement, ça le protège hyper bien. Dans le 2, il y a un crash d'avion comme ça. Ça se faisait comme ça à l'époque. C'est un avion qui se crache pas du tout. Il passe derrière une colline et les mecs ont préparé une explosion derrière la colline. Sauf que c'était jamais au bon endroit. Enfin, donc il y a toujours un décalage. Donc là, on s'est bien fait chier que le truc soit bien décalé. Il y a un gars qui a jamais marché, parce que dans le genre cliché, moi j'aimais bien de mettre un plan de Paris, hyper long, la Tour Eiffel, de l'accordéon, ça dure genre, 8 secondes, un truc comme ça, puis à la fin, il y a écrit Paris. Je pensais que ça rirait sur ce truc de Paris. En fait, ça fait pas rire. C'est pas parce que ça fait pas rire que c'est pas drôle. Hein. Moi, je trouve ça quand même très drôle. Et de la même manière, après, je l'ai décliné sur un autre truc. J'ai fait un plan d'un pauvre village où on était, un village marocain, et j'ai écrit Le Caire, mais ça n'a rien à voir avec Le Caire. Il y avait notamment ce truc des cheveux, là. Bon, alors là, personne comprenait rien sur le plateau, mais bon, c'est pas grave, ça marche à la fin. Mais tout le monde me dit, mais ça peut pas marcher, et c'est pas du tout pareil. Moi, j'aimais bien tous ces trucs sur le phrasé, le langage et tout. Donc, je me souviens qu'on tournait dans un hammam. Donc, le matin, je sais pas, j'avais pensé à enduit d'huile, que je trouvais vachement joli, enduit d'huile. Enfin, joli et con, mais... Donc, je dis à Jean, t'as envie de dire j'aime quand on m'enduit d'huile? J'aime quand on m'enduit d'huile. Super. Donc, après, il a répété son j'aime quand on m'enduit d'huile, comme ça. Enfin, j'aime me battre. J'aime me battre. J'aime les panoramas. J'aime les panoramas. Le mot panorama, il est tellement d'époque, il est tellement désuet, ce mot panorama. En fait, je crois que je cherchais un moyen de le mettre dans les dialogues, quoi. Et donc, c'est devenu le truc le plus con du monde, j'aime les panoramas. Et en fait, je trouvais ça hyper drôle, le mec qui commente son état au moment où il le fait, quoi. Et donc, du coup, on a décliné ce truc-là après. J'aime le bruit blanc de l'eau. Un truc qui m'a beaucoup servi, c'est un truc que j'avais développé dans la pub aussi, c'est l'effet Kuleshov. En gros, l'effet Kuleshov, c'est tu filmes un mec neutre, et suivant le plan après lequel tu le montes, et ben le spectateur va greffer une intention de jeu à cet acteur qui, lui, en vrai, n'a rien joué, il est juste neutre. Donc c'est une espèce de plan un peu réceptacle. À un moment donné, je sais que je me suis réfréné parce que je voulais pas le faire comme un truc systématique, mais à chaque fois qu'il dit une connerie, grosso modo, il y a quand même un peu un plan stone face où je demandais vraiment aux acteurs de rien faire, rien jouer, surtout pas commenter la connerie, comme ça.
Et ce qui permet en fait au spectateur d'investir la narration en fait, de dire voilà ce que le film pense après cette connerie-là. Mais en fait c'est lui qui le pense et moi je lui donne juste un petit espace. J'avais l'impression qu'on avait besoin de mettre beaucoup de naïveté là-dedans, beaucoup d'innocence en fait. Par exemple Jean, il l'a pris vraiment du côté de l'enfance. Il s'est dit le mec c'est un môme. C'est vrai qu'il pense jamais à mal ce gars. En fait il reproduit le discours ambiant de la France de l'époque. Supposé. Donc ça permet de dire des énormités, mais en fait il le dit avec beaucoup d'innocence. Et quand on regarde ce qu'il fait, en fait le mec est plutôt un bon mec dans le sens il va défendre les autres, il est toujours prêt à se battre, il est quand même, tu vois, il essaie toujours d'être du bon côté, c'est un bon soldat d'une certaine manière. Il est toujours prêt pour l'aventure. Il faut apprendre l'arabe, il y a pas de problème. En 2 heures il apprend tout l'arabe. Enfin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est quand même un bon gars, en vrai. Donc, il y a le charme de Jean, évidemment, qui joue vachement là-dessus. Mais moi aussi, j'avais mon rôle à jouer là-dedans pas du tout d'édulcorer, mais au contraire, enfin, de bien séparer les couleurs, quoi. Voilà. Pour pouvoir dire des horreurs, le mec se rend absolument pas compte qu'il est genre super nazi-friendly, quoi. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Mais en fait, il y a un autre sujet, c'est Jean Dujardin, qui était aussi mon sujet. Je te dis, je revenais de 7 ans de pub, et je me suis vraiment dit, bon, je vais faire une grosse pub pour Jean Dujardin. Pour qu'on accepte toutes ces conneries qu'il raconte, il faut que le mec soit magnifique, quoi. Pour moi, c'était les deux lignes de force du film, ouais. C'était comment le tournage ? C'était hyper joyeux. Le tournage, ça a été vraiment... on travaillait beaucoup. D'abord, c'était très créatif. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était, à peu près tous, à un moment de notre vie où on était mûrs pour faire ce film-là. Et quand je dis tous, c'est évidemment Jean, moi, Guillaume Schiffman, les membres de l'équipe, les autres acteurs. Il y a eu un truc, une espèce d'alignement de planètes. Et il y avait quand même ce sentiment où on se disait qu'on faisait un truc qui était cool. Il y avait un côté colo, en fait, parce qu'on est parti au Maroc, c'était un peu mandarin tour, quoi. On nous payait des vacances, on faisait ce qu'on aimait, à savoir un film marrant. Il y avait un des producteurs, un des frères Altmeyer, qui je crois qu'il aimait pas trop le film. Il aimait pas trop ce qu'il voyait. Enfin, je me souviens d'une fois, il m'a appelé, il me dit, écoute, c'est très beau, mais on dirait un vrai James Bond, là, c'est pas marrant, quoi. Si vous racontez une blague et que quelqu'un vous dit c'est pas marrant, bah vous êtes comme un con, vous pouvez pas prouver que c'est marrant. Donc je disais écoute, je sais pas trop quoi te dire et tout, et il me disait non mais là on dirait vraiment un vrai James Bond. Enfin je me souviens qu'il m'avait dit ça parce qu'ils avaient fait Brise de Nice, donc qui avait fait 4 millions d'entrées tout ça. Il dit t'as un acteur qui fait des super grimaces et tu lui demandes aucune grimace. D'accord. Donc j'étais un peu désemparé. Mais en même temps, c'était sympa aussi parce que ça permettait ce côté un peu colo comme ça. Les producteurs, enfin les parents, ils étaient à Paris. Nous, on était là, on avait un gros jouet, on était bien contents. Et puis, on avait quand même le sentiment de faire un truc un peu spécial, quoi. Dans le 2, donc c'était un peu différent parce qu'on savait qu'il y avait une attente autour. Mais quand même, on était au Brésil, quoi. On était loin de tout. Il y avait personne venait nous emmerder. On tournait vraiment dans les conditions de l'époque, quoi, des années 60. En plus, il y avait tout le côté, on allait un peu, pas sur les traces, mais il y avait ce côté Belmondo, l'homme de Rio, où on avait été tourné au même endroit et tout ça. Donc c'était hyper sympa, hein. Franchement, c'était très très cool. Comment s'est passé le casting ? Il y en a un où c'était un peu spécial, c'était François Damiens, parce qu'il n'avait jamais tourné. Et en fait, moi, à l'époque, je mettais en scène le spectacle de Eric Ramsey. Et pendant la prépa, ils ont été le jouer à Bruxelles. Et en fait, après, on va manger, puis on est à table comme ça, il y a plein de monde et tout, puis il y a un type qui commence à raconter des trucs, mais nuls, mais vraiment nuls, quoi. Enfin, le mec est un peu gênant, quoi. Et à un moment donné, il se met à raconter une blague, et la blague est interminable. Mais interminable, plus personne n'écoute. Et au bout d'un moment, je percute que le mec fait exprès, et qu'il kiffe d'être le con de la table, en fait, et il kiffe que les gens se détournent de lui, et tout ça. Et je me dis, putain, mais le mec est un génie, en fait. Donc c'était François Damiens, et donc je prends son numéro, et une fois à Paris, je l'appelle, je lui dis, tu veux tourner dans un film? Il me dit, je sais pas, c'est quoi? Je lui raconte. Donc j'ai changé, j'en ai fait un Belge, le mec, et il est venu, c'était donc son premier film, il est venu sur le plateau. Après, il m'a raconté qu'il pensait faire une caméra cachée en venant sur notre plateau. Heureusement qu'il l'a pas fait. Mais tout le monde a halluciné. Alors déjà, en prépa, Internet, c'était un peu le début et tout ça, donc c'était compliqué d'avoir une photo de lui, et j'avais que une photo de lui. Il était blond, avec les cheveux comme ça, un peu façon Subway, mais encore plus long, des grosses lunettes rouges,
Et il y avait écrit, comme en typo un peu clown avec des étoiles, il y avait écrit François Lambrouille. Dans les bureaux de prod, quand on fait des castings, on met les photos comme ça au mur et tout. Et à chaque fois, j'avais juste la prod, ils arrivaient, ils disaient, mais t'es sûr de lui, là? C'est quoi ce mec et tout? François Lambrouille, enfin, on dirait un clown. Je lui dis, je vous jure que le mec va être terrible et tout ça. Et effectivement, quand il est venu, il a vraiment scotché tout le monde. Notamment, le premier truc qu'il a tourné, c'est quand il menace Jean. Il a commencé à sortir son truc. Alors là, pour la première fois, ou la seule fois, le mec a quand même improvisé des trucs. Genre, tu fais ton grand Jacques, ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs complètement débiles qu'on n'avait jamais entendus. Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Je me souviens, alors Jean de dos qui se retourne vers moi à un moment donné, comme ça, en me disant, mais je fais quoi? Je lui dis, bah rien, tu le laisses faire, qu'est-ce que tu veux? Et nous, toute l'équipe, mais pété de rire, parce qu'on n'avait jamais vu ce mec de nulle part. Il était ultra marrant. Quelle conclusion de merde. Il était ultra marrant. Voilà. Et Bérénice Bejo, c'est celle pour qui, c'est le personnage pour qui j'ai le plus de mal. J'ai vraiment casté beaucoup de comédiennes. Et puis finalement, elle est arrivée à la toute fin. Elle était nickel parce qu'en fait, c'est pas en fait. D'abord, c'est une très bonne comédienne. Elle est très jolie et en plus, il y avait ce côté un peu décalé elle est absolument pas ni arabe ni musulmane, mais on s'en fout. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle joue une égyptienne et il y a aucun problème, qui est un truc vraiment d'époque, au même titre que les nuits américaines ou les transparences dans les voitures. T'as une bonne anecdote sur le tournage ? En fait, le dernier jour de tournage, on a tourné cette scène où il est au milieu des cadavres et tout ça, là. Bon, je trouvais marrant de faire une scène genre ultra longue d'un mec, c'est impossible qu'il retienne son souffle comme ça, enfin tout prend des plombes et tout ça. Il fallait le tourner sous l'eau, sous fond vert, etc. Donc il a pris des cours, effectivement, pour pouvoir faire ça. Donc le dernier jour, on tourne ça. C'était les deux ou trois derniers jours, d'ailleurs, parce que c'était pas évident à faire. Le dernier plan, on le fait. En fait, faut que je vous dise que il était vraiment avec un boulet sous l'eau, quoi. C'est-à-dire, il pouvait pas remonter. Donc il y avait un mec, un safe, je sais pas quoi, un safer ou je sais pas quoi. Et donc, dernière prise, je dis couper, le mec lui amène le détendeur, et moi, donc on était dans une piscine, je plonge dans l'eau pour aller le prendre dans mes bras et lui dire, putain, on a fini et tout, c'est cool. Donc je plonge dans l'eau, je le prends dans mes bras, j'arrache le détendeur, et donc je le prends dans mes bras, je suis content, et lui, il est comme ça, il pouvait pas remonter. Et heureusement que le safer était pas du tout dans l'euphorie du truc et tout, et il lui a remis le détendeur, voilà, c'était le dernier plan, donc c'était pas très grave, mais on n'aurait pas eu le 2. Non, mais il a failli, non, ça c'était un peu chaud. Les acteurs, ils aiment bien apprendre l'escrime, apprendre l'équitation, apprendre le saut à la perche, la couture, j'en sais rien. Je couds. Le gros du boulot de Jean, il n'était pas là. Le gros du boulot, c'était vraiment se tenir comme un gars des années 60, porter le costume comme un gars des années 60, le phraser, placer sa voix, intégrer tout le texte, faire passer les trucs, tout ce que je vous ai raconté sur la naïveté, l'enfance, etc., comment aborder le rôle. Le gros de son travail, il est là. Il a fait un travail d'acteur sur le texte, quoi. Est-ce que tu t'attendais à un succès pareil ? Non, parce qu'encore une fois... enfin, je dis ça, c'est pas vrai, en fait, parce que, en fait, moi, j'ai les deux. C'est-à-dire... Il y a un côté de moi, non, je dois dire la vérité, je m'y attendais pas, mais il y a un autre côté qui est complètement inconscient. Je suis sûr à chaque fois que je fais un film que ça va être génial et que tout le monde va trouver ça génial et que tout le monde va adorer. Mais ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement. Hubert, vous repartez en mission. Vous êtes bien au 1617, le meilleur agent français. Oui, enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Tous les trucs sur les juifs, je crois, n'existait pas dans la première version du 1. Je me souviens notamment les vannes sur est-ce qu'on a le droit d'avoir une deuxième chance et tout ça machin. Jean-François me disant mais on peut pas écrire ça et tout ça. J'ai carrément demandé à ma mère, qui est donc juive ashkénaze, cachée pendant la guerre, avec des déportés dans la famille et tout ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Elle m'a dit fais ce que tu veux. Donc j'ai dit à Jean-François non, on a le droit, tout va bien. Allez, n'y pensez plus. C'est jamais qu'un costume nazi, après tout. C'est parce qu'elle est juive. Après, en vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notamment le fait que tout le premier, en fait, on y va très très tranquillement sur ces vannes-là. C'est-à-dire, on y va vraiment petit à petit. Le film, au début, il montre vraiment patte blanche. Il faut se présenter, en fait, pour faire des vannes comme ça. Encore une fois, ça se sécurise. On peut pas débouler comme ça et faire des vannes. Mais comme tout ce travail-là avait été fait, dès le début, l'idée, c'était, on a fait, en gros,
les musulmans, on va faire les juifs, ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal, peut-être pas, en tout cas, ça me semblait normal. Bon, bref, le 1 était notre carte de visite, donc là, on pouvait y aller franco, en fait. On pouvait vraiment lâcher les coups de manière beaucoup plus joyeuse, tranquille, et j'allais dire, c'est pas en faisant moins attention, mais en tous les cas, le problème d'un 2, en fait, c'est que tu peux pas complètement désarçonner les gens, tu leur donnes rendez-vous, donc il faut être là au rendez-vous. Donc ils veulent voir ce qu'ils ont vu dans le 1. Mais en même temps, si tu leur donnes ce qu'ils ont vu dans le 1, les gens, ils sont déçus. Donc il faut à la fois leur donner et en même temps leur donner complètement autre chose. Donc il fallait changer un peu le truc. Donc déjà, effectivement, si on avait refait un truc avec les musulmans, ça aurait été, les arabes, ça aurait été franchement pas drôle. Donc on a changé. Mais surtout, ce qu'on a changé, c'est qu'on a changé d'époque. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Dans le 1, le mec est sûr il est le mec dominant, en fait. Et comme il est blanc, mâle, quadragénaire, occidental, etc., bah, personne n'ose vraiment lui répondre. En 67, tout ça a changé. Le mec, il est ringard, en fait. Ce tignasse. Donc, c'est ça qui change beaucoup. C'est que là, les gens lui répondent vraiment et il se retrouve comme un con. Donc, les moteurs ont un peu changé. Ça nous permet que lui reste le même. Donc, lui, il est au rendez-vous. Il continue. Sauf qu'il se prend veste sur veste. Non, Comment ça, non, je comprends pas. vous ne me plaisez pas, c'est tout. Oui, justement, c'est ça que je ne comprends pas. On avait plus d'argent. C'est Gaumont qui finançait les films. Donc, Gaumont, ils étaient très heureux du premier. Donc, ils ont accepté de faire un film plus cher pour le second. Donc voilà, on lui a donné un peu plus de conneries. C'était Jean qui avait trouvé ça. Le premier, c'était un peu de Sean, beaucoup de conneries. Et le deuxième, c'était un peu de Roger, beaucoup d'humour. Enfin, je sais plus, un truc un peu comme ça. Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. J'adore l'idée d'un film et d'un personnage qui sont pas nazi-friendly, mais qui n'a absolument pas conscience de ce qu'est réellement les nazis. Par exemple, il y a un truc... j'adore Indiana Jones. Vraiment, j'adore Indiana Jones. Mais le moment où il voit les nazis et qu'il fait Nazis, I hate these guys. Nazis, I hate these guys. Je trouve ça vraiment ridicule. C'est-à-dire, ridicule... On peut pas dire ça de Spielberg et Indiana Jones, c'est un peu un interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que prendre position contre les nazis, c'est pas un courage politique fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas tellement se moquer d'eux, c'est les mettre dans une situation où justement ils deviennent humains, où ils s'énervent, ou... C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance ? Par exemple, quand j'ai repris le truc du Marchand de Venise de Shakespeare pour le mettre dans la bouche de von Simmel. Le nazi n'a-t-il pas des yeux? Et si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? C'est cette espèce de douceur, en fait. C'est ça que j'aimais bien. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand le mec croit vraiment que, habillé en Robin des Bois et en montant sur la table et en sortant un truc à la Capra, il croit vraiment que les mecs vont changer d'avis, quoi, en leur vendant le Reich de l'amour, enfin. Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là ? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Rudiger Vogler, pour vous dire, quand on a fait le casting du 2 avec Stéphane Twitou, on se dit, ouais, Rudiger Vogler, ce serait super et tout, l'acteur mythique de Wim Wenders qui a vraiment rien à foutre là et tout, ce serait vraiment génial. Il l'appelle, le mec dit non, ça m'intéresse pas, tout ça. Il va le voir, le mec va pour fermer la porte, il bloque la porte, je crois, Stéphane Twitou, et il lui donne le scénario et le DVD. Il nous rappelle et il nous dit, ok, il est hyper humble. Le mec, il aime pas du tout les compliments et tout ça. Il me dit, je veux bien passer des essais, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, je l'engage. On tourne, le mec est super et tout. Et à un moment donné, il me dit, tu sais, il faut quand même que je te dise, pour un acteur allemand, jouer un nazi, c'est vraiment pas génial. Mais il y a pire que ça. Il y a jouer un Allemand dans un film français. Ça, c'est vraiment quand t'as vraiment pas de travail. Mais il y a pire. Il y a joué un nazi dans une comédie française. Ça, c'est ce qu'il y a de pire pour un acteur allemand. Mais en fait, comme il avait aimé le 1 et qu'il a aimé le scénario, du coup, il a accepté. En fait, il est content de l'avoir fait. Mais je trouvais ça assez marrant. T'arrives à trouver la cote d'un acteur allemand. Ça nous éclate de rire quand tu les fais chanter Girl from Ipanema dans le film, par exemple. Que t'en as un qui chante un son qui est aussi... dégueulasse. Ah oui, c'est les nazis brésiliens, ouais. Ben oui, mais c'est ça, tu vois, en fait, je me moque pas d'eux. Je fais des mecs plutôt cool qui tu vois, un peu crooner et tout ça. Eins,
Mais c'est ça qui est drôle. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas, j'ai pas du tout l'impression de me moquer des nazis. J'ai l'impression d'aller dans l'autre sens. C'est que ça me fait rire. Richard Samuel, c'est un acteur mais dément, vraiment génial. Il a un premier degré comme ça. T'es toléré ici. Toléré. Mais en fait, quand le mec il dit putain, ça va, c'est toujours nous les méchants, putain, c'est suffit. En fait, il est hyper humain. Moi, je me moque pas du tout de lui. À ce moment-là, je l'upgrade vachement. Je fais un nazi qui est plutôt malin, sympa et tout ça. Mais c'est justement parce qu'on le fait comme ça. Enfin, moi, c'est là où ça me fait mal parce que c'est impossible d'être pro-nazi. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Donc, quand tu vas sur cette route-là, moi, je trouve que c'est tout de suite marrant. Pour te dire, tu vois, quand je faisais la présentation du film, au bout d'un moment, tu trouves une vanne qui marche, bon, tu la replaces et tout. Donc, souvent, je faisais cette vanne, j'écoutais, bon, voilà, vous allez voir un film, il y a des vannes qui sont un peu touchy, je préfère vous prévenir tout de suite, tranquillisez-vous. Notamment, il y a quelques blagues sur les nazis, je vous rassure, c'est de l'humour, hein. J'ai rien contre les nazis, j'ai plein d'amis nazis, vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est dans ce sens-là que je trouve ça marrant, quoi, plutôt que de, me moquer des nazis en soi. Enfin, c'est une manière de se moquer d'eux, d'en faire des gars vraiment totalement inoffensifs, en fait, surtout. Enfin, c'est un truc génial pour faire de la comédie. J'aurais pu en mettre partout. D'ailleurs, en fait, au tout début, on s'était dit, on fera un 3, bah, ce sera l'Afrique, ce sera les Noirs, on a fait les Arabes, les Juifs, les Noirs, bon, tout ça est tout à fait normal. Donc moi, dans mon idée, je l'ai pas vu le 3, donc je sais pas bien, mais dans mon idée, c'était des nazis africains, enfin, c'était une communauté nazie, quoi. Tiens, bonjour Fayol. Bonjour de la batte. Bonjour Lutran. Bonjour de la batte. Salut Corbier. Bonjour Hubert. Bonjour de la batte. Poulard. Bonjour. Bonjour de la batte. C'est vrai que tous ces noms sont ceux de tes amis d'enfance? Dans les nombreuses références, il y avait évidemment donc les Hitchcock, mais il y avait aussi les films français, les Fantomas et les trucs comme ça, et les premiers OSS aussi. Et il y avait évidemment aussi les James Bond. Et du coup, je me suis dit, bon, autant aller taper directement les originaux. Dans le 2, là, c'était plutôt le Haut Service Secret de Sa Majesté, celui avec George Lazenby. Celui qui est un peu méconnu, mais qui est assez cool. Donc, toute l'ouverture du film, en fait, c'était une poursuite à ski, bien débile. Tout était bien storyboardé, tout, c'était cool. Et en fait, on a commencé à préparer le film. Le régisseur a commencé à booker des chambres d'hôtel pour toute l'équipe au moment où il y avait de la neige. Bref, coût de l'opération, c'était genre 1,5 million, tu vois. Donc les producteurs, ils ont vu ça, ils ont fait, c'est quoi ce bordel? On est en prépa, il faut booker déjà pour 1,5 million de chambres d'hôtel. Vous êtes fous, les mecs, et tout. Donc on a zappé tout ça. Donc il y a plus du tout de poursuite de ski, ça vous aura pas échappé. Et donc il fallait remplacer, en fait. Donc j'ai écrit cette scène, effectivement, mais toujours pareil sur ce truc de français, quoi. Français. L'accumulation de noms français, je sais pas, je trouve ça hyper marrant. Donc oui, j'ai été chercher dans les noms de mon enfance, ouais. C'était quoi le plus gros fou rire sur le tournage? On a commencé le tournage avec la scène des boules de Noël. Je crois que c'était notre premier jour. Et en fait, Jean, je sais pas pourquoi, il a dit, mais ça peut pas être, faut que ce soit un fou rire, ça peut pas être un rire, entre guillemets, à la OSS, un rire projeté, un peu faux, il voulait que ce soit un vrai fou rire. Donc on a vachement attendu. Il y a aussi les boules. De Noël? C'est rigolo. Bon, ça suffit. Quand tu me parlais de ça, je me suis souvenu d'une réplique que j'aimais beaucoup, qui était faut absolument que j'appelle Armand. Ça, je trouvais que c'était vraiment un truc, mais bien nul. Absolument que j'appelle Armand. Il y a une scène où on a rigolé, mais pendant c'était interminable. C'était la scène où ils sont dans la maison du Mossad. Pyjama, brosse à dents. Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. Vous faites ce que vous voulez. Il est en Marseille, il essaye de dragouiller Louise Monod, et donc il a que des phrases, genre super anodines, genre il y a beaucoup de moustiques, non, par ici, enfin des trucs nuls. Belle soirée, n'est-ce pas? Et donc moi j'étais derrière, et je donnais des phrases à Jean, et en fait on riait, mais sur des trucs genre vraiment nuls. Dans la situation, tout devenait drôle, quoi. Mais à tel point qu'il a fallu que je sorte, quoi, parce que j'étais en train de tout foutre en l'air. Hubert, son père était un SS. Un nazi. C'est pas tout à fait pareil. Il y a un long plan où il marche sur la plage. Pour marcher, genre super élégant sur une plage, c'est quasiment injouable. Je voyais juste Jean qui était un peu chelou comme ça. Il me disait, mais je peux pas, en fait, je peux pas marcher bien, enfin stylé sur du sable. Sur cette plage, on a également tourné la scène de la partouze en
en split screen. On devait commencer à tourner, je pense, vers 1h du mat, un truc comme ça, et finir le matin pour faire des plans d'hélicoptère. C'était ça notre journée. On commençait dans la nuit, on finissait vers midi. On était sur la route dans la voiture et il y a le deuxième assistant qui est Armel Gourvenec et qui m'appelle et qui me dit on a un problème, il n'y a plus la plage. Je fais exactement cette gueule. Je fais ça veut dire quoi? Il y a plus la plage. Enfin, elle n'existe pas ta phrase. Il y a plus la plage. Il me dit bah tu verras, mais il y a plus la plage. Je lui dis mais c'est pas possible. Enfin, on a repéré une plage. Je comprends pas ce que. Et en fait, il y avait eu un espèce d'éboulement ou de glissement de terrain. Enfin, je sais pas. Et effectivement, quand on est arrivé, c'était des rochers. Donc il a fallu qu'on bouge, sauf qu'on avait tous nos projos et tout qui étaient des énormes trucs. C'est incroyable ça. C'est un problème. Ouais. Mais la phrase, je me souviens de cette phrase, il n'y a plus la plage, ouais. Est-ce que tu arrives encore à supporter les répliques du film? Ce qu'on me fait souvent, mais j'ai aucun problème avec ça, c'est des gens dans la rue qui me demandent comment est votre blanquette. Bon, mais je trouve que c'est plutôt cool, donc je réponds, elle est bonne, et puis c'est réglé. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Il y a pas très longtemps, dans une gare, il y a un mec qui s'est approché de moi, genre vraiment comme ça, mais il m'a dit comment est votre blanquette, et il s'est barré direct. Je trouvais que lui, il était vraiment chaud, quoi. Non, l'autre fois, avec un gars avec qui je travaille, là, ça m'est sorti tout seul, je dis, Bill. Et il me dit, ah ouais, d'accord, donc le mec s'autocite, quoi, tu vois. Bill. Et tout d'un coup, je dis, ouais, mais enfin, c'est quand même injuste, parce que je les ai écrits, ces vannes, tout le monde a le droit de les faire, sauf moi, en fait. Et c'est vrai que quand c'est moi, c'est relou, quoi. T'as conscience du statut culte du film? Mais moi, je dirais pas que c'est un film culte. Pour moi, c'est vraiment un film populaire. Pour moi, les films cultes, c'est des films qui sont un peu plus méconnus. Mais peut-être que je me gourre complètement. Dans culte, je vois un truc un peu underground, quoi. Un peu entre guillemets happy few, quoi. Je dirais que c'est vraiment le film populaire. Pas le film, il y en a plein, je suis con. Je vois quand même que le film est aimé, ouais. Qu'il continue de faire rire et tout, donc c'est cool, ouais. Tu penses qu'on pourrait refaire un OSS aujourd'hui? Bah, moi, je crois, ouais. Je crois. Après, ce serait fait différemment. Forcément. Une vanne, tu peux pas la déconnecter de son contexte. C'est-à-dire, sur le premier, il y a eu un gros stress parce que pendant le montage, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet. Donc, c'était genre, ça sentait la fatwa à plein nez, tout le monde était en panique et tout ça. On était à un moment chaud, en fait, au moment où c'est sorti. Mais, ça s'est bien passé parce que le film a été bien compris et voilà. Je dirais qu'on peut, on le ferait sûrement différemment, c'est sûr, mais je crois qu'on peut aller aussi loin. Et je pense qu'il y a des gens qui le font très bien. Enfin, Sacha Baron Cohen, il va loin, hein. Par exemple. Ricky Gervais, il va loin. C'est peut-être pas les mêmes trucs, mais il y a pas d'interdit. Il faut juste faire les choses, il faut sécuriser. C'est pas des vannes qu'on jette en l'air comme ça, voilà, c'est sûr. Mais je crois pas du tout au truc de dire on peut plus rien dire. Ouais. Au contraire, je crois que c'est justement parce que tout le monde a accès à la parole que les gens qui parlaient sans que jamais on leur réponde, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus rien dire puisque des gens leur répondent. Mais en vrai, c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est justement on peut dire, mais on peut te répondre aussi. Tout le monde peut dire, c'est ça la différence. Tant mieux, c'est très bien. C'est lequel, du coup, ton préféré des OSS? Le 3. Je déconne, je l'ai pas vu. Non, le préféré, je sais pas. C'est comme si tu me demandais quel est mon gamin préféré, tu vois, j'en ai 4. Je pense que le 1 a des pics de comédie peut-être plus marrants, type Bambino, tout ça, où vraiment ça rigolait bien dans la salle et tout ça. En revanche, je pense que l'autre, il est plus marrant, un peu. Mais le premier, il a fait le travail aussi. Le deuxième a vraiment bénéficié du premier. Moi, un des trucs dont je suis très content sur ces films-là, c'est que je vois des gens de 25 ou 30 ans. En fait, c'est des films, ils les ont vus quand ils avaient genre 8 ans. Ça les faisait rire. Mais en fait, il y avait un truc qui les faisait rire. Après, ils les ont vus à 15, c'est autre chose qui les a fait rire. 20, c'est encore autre chose. À 30, c'est encore autre chose, etc. Parce qu'en fait, t'as plusieurs strates. Mais il faut toujours garder l'idée que c'est une comédie. Donc d'abord, ça doit faire marrer. Avant de faire des trucs un peu, entre guillemets, sophistiqués, il faut quand même que ce soit marrant pour tout le monde. Je m'attendais pas, moi, à ce qu'il y ait des gamins aussi petits. Et Jean-Loup Davadi m'a dit un truc très juste. Il m'a dit, mais en fait, c'est normal que les gamins aiment parce que ton personnage ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Il comprend tout après tout le monde quand on lui explique, voire quand on lui explique 2 fois. Et en fait, il est tout le temps perdu, mais il continue d'avancer dans ce monde qu'il ne comprend pas. Et c'est exactement la fonction sociale de l'enfant. Un môme, concrètement,
Ça comprend rien du tout. On lui dit, bon, on va en vacances à Montargis. Il dit, bon, ok, il sait pas du tout où c'est, il sait pas si ça va durer 5 minutes, 2 heures et tout ça. Ce truc d'être perdu au milieu d'un monde d'adultes, c'est vraiment, c'est le truc par lequel ces enfants connectent. En tous les cas, c'est ce que le professeur Dabadi m'a dit, et ça me semblait très juste. L'avantage maintenant, c'est que il y a un truc qui est très cool, avec les films qui sont pas tombés totalement dans l'oubli total, c'est quand les gens les revoient ou quand les gens les découvrent vraiment des années après, ils sont déconnectés complètement. Quand un film sort, il y a toute la promo, il y a machin, les gens donnent leur avis, il y a les critiques et tout ça. Donc d'une certaine manière, il faut avoir un avis, quoi. Je trouve que comme spectateur, on met un peu une pression. Tout ça. Quand on voit les films longtemps après, on les voit vraiment pour ce qu'ils sont, et c'est hyper agréable. C'est pas évident de faire une comédie qui tient la route. Le premier, il va pas tarder à avoir 20 ans, donc continue de passer à la télé, il continue de marcher, et tout, c'est cool, c'est bien. Donc voilà. Après, l'avantage, c'est quand vous faites un film qui est déjà vieux, il vieillit plus lentement, en fait. Donc voilà, quand vous faites un film avec les fringues de 1994 en 1994, en 2018, oui, ça a pris un coup de vieux. Je suis très très mal formulé ce que je voulais dire, mais vous avez compris, vous avez capté, quoi. J'ai du mal à faire la promo, là, d'un film il y a 20 ans, quoi. Mais ils sont bien, du jardin au mieux de sa forme. Ce qui est bien, c'est que on peut les voir sur Prime Video, donc c'est super. J'ai l'impression de vendre des bagnoles. Pépite!